You'll have a chance to clean this up. So where are we going? So when you jump, I catch you. Okay, I just jump. And I catch you. Of course. How good is your backup? The best. I've killed the best. I've got her. Mission Impossible 4, donc dans une franchise voilà, qui a quand même affiché des grands noms. Arrive un petit nouveau dans le monde du cinéma d'action, même du cinéma live, même tout court. Je crois qu'il y a une chose moi, que je trouve intéressante, c'est en fait la présence de Tom Cruise dans l'équation. Parce que c'est quelqu'un qui tourne avec quand même de très très grands réalisateurs. Et donc c'est pas innocent à mon avis que le premier film de Brad Bird soit fait avec ce type-là, puisque ce Tom Cruise est quand même allé un peu le chercher, non? Ouais, Tom Cruise l'avait repéré en fait à l'époque des Indestructibles. Il l'avait repéré comme réalisateur potentiel de films d'action à l'époque des Indestructibles, qui reste, je pense, pour le public un film assez incompris de ce point de vue-là. Là, ces derniers temps, il y a eu pas mal de débats sur ce qui est supposé être le plus grand film d'action de jamais fait, qui est sorti en salle. Et lorsque tu tentes de rappeler aux gens qu'il en a existé d'autres, des films d'action peut-être un peu plus grands, c'est toujours les mêmes types qui reviennent, hein, c'est les Spider-Man, etc. Personne ne cite les Indestructibles. Comme si le simple fait que ce soit un film d'animation, il était dans une case à part. Alors que c'est très clairement un des meilleurs films de super-héros jamais fait. Au point de vue scénique, dynamique, narratif, enfin c'est une claque, mais il faut apprendre à le voir comme ça. Et je dirais même pas que super-héros, parce que la deuxième partie en fait emprunte énormément au James Bond et un peu à l'espionnage années 60. Les années 60 de toute façon, donc c'est super-héros et film d'espionnage mélangés bien sûr. Comment dire, mais un gars comme Tom Cruise a quand même un peu prouvé par sa carrière et par ses choix que s'il y avait un truc qu'il comprenait bien, c'était les metteurs en scène. Je ne connais pas d'acteurs américains actuellement qui puissent afficher un tel tableau de chasse. Je veux dire, je sais pas, il a juste débuté avec Coppola, Scorsese, Ridley Scott. C'était juste, je commence. Bon, et après, je passe à Kubrick, Spielberg, Michael Mann, Oliver Stone. Enfin bon, c'est juste incroyable. C'est un type qui, peut-être, je pense à l'instar d'un Mel Gibson, qui s'intéresse de très près à ce qu'il fait, la mise en scène, c'est-à-dire à ce qui lui sert lui en tant que comédien, s'il a ce besoin de se... comment dire, le stardom, ça se construit. Et pour ça, il faut se trouver les meilleurs collaborateurs. Et donc, il a toujours eu un regard assez affûté là-dessus. Ça peut paraître aujourd'hui, comment dire, peu risqué, mais ça l'était vraiment de prendre un type comme John Woo pour faire, par exemple, Mission Impossible. Parce que John Woo était arrivé à Hollywood, avait posé un style quand même assez nouveau à l'époque et déstabilisant dans le monde du cinéma d'action. L'imposer sur une franchise aussi énorme, c'était pas simple. Il avait voulu aussi Joey Carnahan sur Mission Impossible 3. Ça n'a pas pu se faire pour des tas de problèmes créatifs qu'ils ont eu tous les deux, mais pareil, Carnahan, Cruise l'avait remarqué sur le film Narc, qui restait quand même un petit film, un truc un peu obscur, filmé d'une façon assez particulière, assez déstabilisante, et il voulait absolument ce style un peu gritty sur Mission Impossible 3. Il n'a pas pu l'avoir. Le style gritty, du coup, c'est plus les franchises type Jason Bourne et autres qui en ont bénéficié, mais ça aurait dû être Mission Impossible qui aurait donné le là de cette esthétique. Et là, effectivement, à nouveau, il se reprend sur le monde avec Brad Bird. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils étaient déjà pour parler dès Les Indestructibles, c'était avant même la sortie de Ratatouille. Et Brad Bird, lui, de son côté, ce qui l'a poussé à faire ce film, c'est un petit calcul de sa part, puisque donc il a un projet de film live qui traîne depuis des années et qu'il n'arrive pas à monter, qui est l'adaptation du roman 1906. Voilà. Qui est un... je resitue peut-être le truc. Je crois que l'auteur c'est d'Alessandro. Oui, c'est ça.
Mm. Donc voilà, 1906, c'est ce qu'on appelle un page-turner, un roman facile à lire qui se passe à la veille du grand incendie et tremblement de terre de San Francisco en 1906. Donc c'est une sorte d'enquête policière qui va mener à une énorme affaire de corruption. Et c'est dans les jours qui précèdent la catastrophe. Ce qui fait que on va dire, la résolution de l'enquête se déroule pendant la catastrophe. Donc c'est un film en costume, évidemment, un film à grande échelle, à grand spectacle, puisque reconstitution de San Francisco de l'époque, et qui mêle à la fois des éléments, on va dire, épiques, puisque c'est un film choral avec beaucoup de personnages, etc., et les éléments d'action, thriller, film catastrophe, enfin bon, bref, un projet en soi très excitant d'un point de vue cinégénique, qui fait que les studios sont un peu aux aguets, mais ils étaient très inquiets du fait que c'est Brad Bird qui portait le projet et qu'il n'avait jamais fait ses preuves sur le cinéma live. Et donc pour Brad Bird, c'était de façon de montrer patte blanche que de réaliser Mission Impossible 4. Voilà de quoi je suis capable. Ouais, c'est ce qu'il disait quand il essayait de monter le projet. Il l'a fait dans une interview récente. Il disait en fait, au bout d'un moment, ça patinait tellement que je voulais faire un film, parce que je me suis rendu compte que ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas tourné. Donc j'ai cherché le projet. En gros, c'était une voiture avec le plein, les clés sur le contact, et puis voilà. Et on lui a donné Mission Impossible. Et justement, vis-à-vis de ça, donc grosso modo, Brad Bird, c'est 4 films en tout. C'est Le Géant de Fer, Les Indestructibles, Ratatouille, Mission Impossible 4. Et ces 2 derniers films, en fait, il a rejoint des projets en cours. Ratatouille, c'était en train de se casser un peu la gueule chez Pixar. Il l'a réécrit en partie. Mission Impossible 4, il dit qu'il y avait une douzaine de scripts différents. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a commencé sur des films très personnels, parce que les 2 premiers, il les a écrits et réalisés, et qui a rejoint après des projets, on va dire, pas tout fait, mais à récupérer, qui s'appelle Au Risque, aux yeux des execs des studios, qui apparaissent comme ce bricoleur de génie à qui on peut confier n'importe quoi. Ça fait longtemps qu'il a cette image, non pas de bricoleur de génie, mais de sauveteur. Pour revenir un peu en arrière, Brad Bird, il a contribué à poser, à définir des chartes graphiques sur des programmes du coup aujourd'hui ultra connus et on ne le reconnaît pas comme étant un des co-créateurs. Quand il a joint la société classique Soupo, j'étais obligé de l'écrire parce que à chaque fois j'oublie, il a développé avec eux ce qui allait devenir les Simpsons par exemple. Ensuite, Klasky Soupo faisait les petits sketchs des Simpsons d'une minute qui passaient dans le Tracy Ullman Show. Mais ils ont eu besoin, ensuite, quand la Fox a voulu en faire un dessin animé de prime time, ils ont eu besoin de gens pour les aider à développer ce qui n'était au départ que des vignettes, en véritable concept de dessin animé de prime time. Et Brad Bird s'est joint à eux à cette époque-là pour les aider à faire ça. Donc il a énormément contribué à l'identité des Simpsons. On en retrouve des traces assez évidentes, je pense, dans Les Indestructibles, dans la scène familiale des Indestructibles, où il n'est pas très très difficile d'imaginer Lisa à la place de la fille et Bart à la place du garçon un peu hyperactif. Donc toute la dynamique familiale des Simpsons, il y est un peu pour beaucoup. Et avec David Silverman, qui est un des réalisateurs récurrents des premiers Simpsons, il a aussi contribué à définir le type de rythme et de mise en scène des premières saisons. Il a été consultant pendant 8 saisons, dans mon souvenir. Il a réalisé 2 épisodes, mais à la limite, là, le poste de réalisateur, je dirais qu'il ne veut pas dire grand-chose. Les 2 épisodes qu'il a réalisés, c'est les 2 épisodes qui tournaient autour de Krusty le clown. Celui où Krusty retrouve son père, et celui où Krusty se retrouve en prison accusé à tort. C'est la première apparition du personnage de Sideshow Bob. Donc ça, c'est les épisodes que Brad Bird a réalisé, mais on pourra retrouver sa patte dans des épisodes où il n'était que consultant. Il y a par exemple un épisode qui s'appelle en français Le flic et la rebelle, je crois, où il y a une espèce de switch entre Lisa et Bart, où Lisa devient une mauvaise fille et Bart commence à fréquenter les flics. Il y a des idées de mise en scène, notamment d'un point de vue tempo et rythmique, que tu vas retrouver à l'identique dans Le Géant de Fer et dans Les Indestructibles, qui a priori sont des choses que Brad Bird a mis. Donc il a toujours eu dans le milieu de l'animation, il a toujours eu cette réputation d'être un type qui travaille très très bien en équipe, une espèce de générateur d'idées, boum 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 boum, et il est respecté pour ça. À l'époque où le projet Ratatouille était en stand-by, parce que donc le réalisateur Yann Picava, qui était celui qui avait amené le sujet en fait,
C'est pas qu'il s'est dégonflé, mais réaliser un film de cette ampleur, c'est une tâche qui demande... Et je crois qu'il y avait des problèmes de script aussi, ils n'arrivaient pas à développer sur 1h30. Il y avait des problèmes de script, mais aussi je pense des problèmes relationnels. Picava, c'est un grand artiste, c'est un grand animateur, peut-être que c'est pas un général d'armée non plus. Mais donc il ne savait pas trop comment s'en dépêtrer. Et de ce que j'ai entendu dire, enfin de ce qu'un collègue à moi qui a été au studio Pixar a entendu dire, l'arrivée de Brad Bird, ça a été une tempête pour eux. Je veux dire, ils l'ont appelé au secours, il est arrivé en l'espace d'une semaine, tout avait été repensé, et le gars qui en parlait décrivait les membres de Pixar comme étant bouche bée. Les types ils étaient autour de la table, tu avais une beurre en train de... Les gens, qu'est-ce qui se passe quoi? Ils ne s'arrêtent pas. Tout était en train de se poser d'une façon évidente, alors que ça faisait des mois qu'ils étaient en train de galérer là-dessus. Et donc, c'est peut-être le gars qui bénéficie de la plus grande estime au studio Pixar. Et c'est une estime qu'il a toujours eue dans sa carrière, mais je crois que si sa carrière a mis autant de temps à décoller, c'est plus parce qu'il y a il y a un prix à payer à cette hyperactivité, ben c'est l'hyperactivité elle-même, quoi. C'est que c'est pas quelqu'un facile à vivre, Brad Bird. C'est un type qui a une méfiance maladive des hommes d'argent, y compris ceux qui sont là pour l'aider. On en voit d'ailleurs dans les bonus des Indestructibles, c'est même pas caché. On voit Brad Bird en train de se foutre de la gueule assez méchamment du producteur du film, qui est là pour l'aider, que le mec passe son temps à lui dire mais je suis à tes côtés, etc. Mais il se comporte avec lui comme si c'était le proviseur de l'école, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, il y a... comment dire... On retrouve du Brad Bird dans des personnages sur lesquels il a travaillé. Il y a du Brad Bird dans Bart Simpson. Et évidemment, le héros du Géant de Fer, ça c'est lui, on le devine. Le gamin des Indestructibles, et le personnage de Syndrome aussi dans Les Indestructibles, qui là est carrément un sosie physique, hein. Ils ont repris son visage pour faire le personnage du méchant, du fanboy mis de côté, qui finit par devenir une espèce de... Et ça, c'est quelque chose du crime. C'est quelque chose dont il est conscient pour Syndrome en particulier. Bah, je crois que c'est... Quand un réalisateur demande aux gens de prendre le bain sur lui, ouais, il est conscient qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, bien sûr. Oui, bah, je pense que c'est quelqu'un qui porte une espèce de colère en lui, et une colère qui le rend extrêmement créatif. Syndrome est un personnage créatif, hein, et en même temps, dangereux, difficile à vivre, enfin pas forcément fréquentable, quoi. Donc je crois que vraiment s'il a dû travailler en coulisses aussi longtemps, c'est en partie pour son caractère, parce que il a quand même été découvert très très vite. Enfin, donc si on peut refaire un peu sa bio, en fait il a décidé qu'il voulait être animateur quand il avait 11 ans. Il a été repéré voilà. très tôt. Et il a réalisé un court-métrage d'animation dès cette époque-là. Généralement, les gamins qui font de l'animation à cet âge-là, c'est juste irregardable. Le truc était suffisamment impressionnant pour avoir tapé dans l'œil d'un des 9 animateurs légendaires du studio Disney, qui est devenu un peu son parrain à l'époque. Ensuite, il a été accepté à la California Institute of the Arts. La même école que Lasseter. C'est là où il a rencontré John Lasseter. Et il faisait partie de toute la bande qui a intégré le studio Disney, notamment à la veille de Roxy Rookie. Donc il a bossé avec les Tim Burton, Glen Keane et compagnie. Et au même titre que Burton, dans les années 80, quand il a quitté le studio Disney, parce qu'à cette époque-là, en gros, tout le monde pensait que Disney allait mourir. Hein. Donc c'était vraiment le grand bas de combat. Lasseter est parti à Lucasfilm, le Computer Division. Tim Burton, évidemment, est parti faire ses courts-métrages et ensuite ses films avec Pee Wee Herman. Et Brad Bird a réalisé un épisode pour Amazing Stories de la série de Spielberg. Voilà, les gars étaient déjà dans le radar des producteurs, quoi. Et l'épisode que Brad Bird a réalisé, qui était un épisode d'animation, c'était Family Dog, à l'époque était l'épisode d'Amazing Stories qui avait fait le plus haut
plus belle audience. La plus belle audience, voilà. Donc il avait vraiment toutes les raisons de continuer dans cette voie, surtout à une époque où tu as Burton qui commence à montrer que ces anciens animateurs Disney sont vraiment capables de faire quelque chose en passant au long métrage, avec le succès de Beetlejuice. Il est étonnant qu'un type comme Brad Bird, qui vient de réaliser un truc qui était aussi remarqué, n'enchaîne pas directement derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas trop, mais il se trouve qu'ensuite, dans les années suivantes, on le retrouve sur les Simpsons en simple consultant, entre guillemets, enfin, derrière le rideau, quoi. Donc, je pense qu'il y a un truc dans son caractère et dans sa façon de se comporter avec les financiers qui l'a pas forcément aidé dans sa carrière. Mais en même temps, c'est un talent évident que tous les animateurs ont toujours reconnu. Et finalement, enfin, on verra après comment évoluera sa carrière, mais on a pratiquement l'impression que Pixar, ça va être une parenthèse, ou que c'est l'outsider, en fait, il n'aura jamais été vraiment... C'est peut-être trop petit pour lui, parce que c'est Lasseter qui l'a fait venir pour réaliser Les Indestructibles, qui pensait à la base faire en 2D, mais après l'échec du Géant de Fer, il avait un peu de mal à trouver des financements, donc ils l'ont recueilli. Et finalement, il est resté que pour 2 films. Il est toujours consultant là-bas, je crois, plus ou moins, mais... Faut voir s'il franchit le pas, est-ce qu'il va revenir. Ça reste, dans l'âme, ça reste un animateur, je ne sais pas s'il va continuer, enfin, s'il restera dans le film live ad vitam. De toute façon, le cinéma étant amené, ayant déjà commencé sa mutation depuis un moment, justement, la frontière entre animation et live est de plus en plus ténue et de plus en plus difficile à déterminer, ce qui aide justement ces réalisateurs à passer plus facilement de l'un à l'autre. Mais bon, dans l'âme, ça reste un animateur, donc je vois pas trop de raisons pour lesquelles il ne reviendrait pas vers Pixar. Maintenant, je ne connais pas ses rapports intimes avec John Lasseter. Si ce n'est la reconnaissance qu'a tout le studio de les avoir vraiment sauvés. Enfin, Ratatouille, c'est sa médaille d'or, je crois. On a du mal à imaginer à quel point, je pense, il a modifié, à quel point il a transformé du plomb en or sur ce projet. Mais ce qui le rend aussi méfiant, je pense, c'est ce qui lui est arrivé avec le Géant de Fer, qui a été quand même un truc assez difficile, puisque donc Warner avait lancé relancé sa branche animation, avec l'espoir de concurrencer à la fois Disney et DreamWorks sur le dessin animé. La Fox aussi à l'époque s'y était mise, avec les Anastasia et compagnie. Enfin, toutes les majors étaient en train de se mettre sur ce marché, parce qu'évidemment, ils avaient tous vu la renaissance stupéfiante de Disney au début des années 90, puis évidemment l'enchaînement de cartons entre Aladdin, Roi Lion et compagnie. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Et la Warner a lancé sa branche avec un dessin animé absolument horrible, mais vraiment une merde sans nom, qui s'appelait Excalibur, l'épée magique. Et enfin bon, tu vois ça, tu te dis, vous avez vraiment concurrencé le Roi Lion avec ce truc, c'était abominable. Je sais pas si vous l'avez vu, mais carrément, t'as les cellos qui sont même pas raccords, c'est vraiment un boulot de cochon. Et évidemment, c'était un bide sans nom, et du coup, il y a eu ça, et puis il y a eu l'autre projet qui était censé être le carton Warner des années 90, le truc qui allait tout dévaster sur son passage, qui leur a coûté un fric fou, personne n'a jamais connu le budget exact de ce truc-là, qui s'appelait Space Jam, et pareil, qui a fait que dalle, quoi. Ça, c'est les grands secrets des majors. Quand les films sont vraiment des gros bides embarrassants, comme par hasard, on n'en parle pas trop, quoi. Mais Space Jam et Batman et Robin, c'est probablement les 2 plus gros budgets de la décennie pour la Warner, pour les années 90. Ça, ils vont pas l'aider sur le toit. Et donc après Space Jam, c'était foutu, quoi. On oublie la branche animation de Warner. Mais la production des Géants de Fer était déjà entamée. Et donc du coup, ils ont eu quand même la décence de laisser l'équipe terminer le Géant de Fer, mais ça voulait dire derrière 0 promo. Et donc le Géant de Fer, il est sorti, il en a littéralement lâché comme ça dans les salles. La critique était là, le film a été soutenu, mais derrière, il n'avait aucune machine médiatique pour le faire vivre, quoi. Donc ceux qui ont vu le Géant de Fer à cette époque-là l'ont presque vu par accident. Alors ils se sont pris dans la gueule, parce que c'est peut-être
voilà, je pense que c'est pas exagéré de dire que c'est le dernier grand film d'animation traditionnel. On n'a rien eu depuis d'équivalent, quoi. Et puis c'était la révélation d'un talent qui avait dormi longtemps et dans lequel il a jeté beaucoup de choses, quoi. Pas seulement des choses personnelles, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autobiographie dans le film, déjà l'époque à laquelle il se passe et qui correspond à l'enfance de Brad Bird, les thèmes avec lesquels il jongle, qui sont à la fois cette Amérique un peu coincée, parce qu'il vient d'une famille bourgeoise, Brad Bird, ses parents étaient en pétrole, c'est comme ça. L'époque des beatniks, en gros de l'apparition justement de cette culture pop, avec le gamin qui regarde des films d'horreur, le cerveau de la planète à rousse, le soir dans sa télé et tout ça. Le comic book avec ses allusions à Superman, etc. Donc beaucoup de choses qui sont en gros ce qui ont fait de Brad Bird ce qu'il est. Et puis un vrai discours, quoi, sur l'Amérique, et sur sa transformation à travers cette culture pop. Enfin, un film brillant, à tout point de vue. C'est un film qui a connu son succès après en vidéo, parce que comme beaucoup de ce genre de film, en fait, quand la qualité au rendez-vous, finalement,